Bonne année à tous ceux qui nous suivent et un Happy New Year. Alors, nous allons donc animer notre première émission live de l'année 2026. J'espère que vous vous portez très bien. Alors, l'émission que nous allons animer maintenant, c'est donc de parler de quelques anciens cadres de l'opposition, surtout du PDCI-LDA, qui se retrouvent aujourd'hui au RHTP. C'est leur choix. Mais quand l'incendiaire devient donc au pompier, ça pose problème. C'est donc ma réponse aux anciens cadres du PDCI-RDA qui se trouvent aujourd'hui au RHTP. On parle de Gualidodo et autres, surtout Jean-Yves et So et 6. Alors, mesdames, messieurs, chers auditeurs, il y a donc des silences qui font donc du bruit. Et il y a donc des paroles qui révèlent de l'acrobatie politique. Cette semaine, sur le QG de l'actualité, Jean-Louis Vaisseau, ex-cadre du PDCI-RDA, et ensuite Guali Dodo, aujourd'hui cadre assumé du RDA devenu RHDP, nous ont donc livré donc, une analyse sans détour des dernières donc, élections législatives et en gros parler donc de l'actualité politique et selon eux de l'échec de l'opposition. Parlons précisément de M. Jean-Louis. Et ça, selon lui, le PDC aurait donc subi un échec politique majeur. Deuxième chose, c'est que des promesses avaient été faites entre les deux leaders des deux partis, soi-disant, pour que, en 2020, ce soit un candidat PDCI qui se présente au nom du groupement politique à l'époque qui était le RHDP. Voilà les deux raisons pour lesquelles le PDCI est devenu opposant. Donc, je trouve que c'est quand même assez faible pour se maintenir dans l'opposition. Le PDCI est le seul parti qui a le choix. Le PPACI n'a pas le choix. Le PDCI a le choix de son avenir politique. Soit de mettre en place une équipe de négociateurs pour s'asseoir avec sa famille originelle, qui est le RHDP, sa famille oufouettiste, et puis voir l'avenir avec le président Ouattara 2030-2035. Ça, c'est une possibilité que seul le PDCI a. A contrario, le PPACI est dans son rôle d'opposant. Et ces opposants-là, ils vont se battre pour revenir au pouvoir. Donc, le vrai rôle d'un opposant, c'est ce que le PPACI est en train de faire. Ils refusent de participer aux élections, ils estiment que non au quatrième mandat, alors qu'on n'a pas la même façon de faire les calculs. Hein. Pour moi, c'est un deuxième mandat, puisque nous sommes dans une nouvelle république. Mais ça leur incombe. C'est eux les opposants. Donc moi, ça ne me pose aucun problème que le PPACI ait décidé de boycotter. C'est une stratégie. Ils font la stratégie de la chaise vide qui ne marche jamais. Ils continuent dans cette stratégie. Moi, en tant que voilà, moi en tant qu'oufouettiste, mais ça m'arrange qu'une opposition comme celle-là ait ce genre de stratégie et se divise elle-même. Je ne sais pas ce que je vais dire encore. Je sais que sur vos plateaux ici, j'ai parlé longuement du PPACI. Le PPACI aujourd'hui se situe dans l'extrême opposition, dans une opposition mécanique qui ne réfléchit pas, qui ne se pose pas de questions sur l'avenir et l'avenir de ses militants. Et je pense que c'est une méchanceté gratuite de la part de M. Laurent Gbagbo de demander à ses militants de ne pas aller aux élections. Vous êtes opposé à ce que vous appelez le quatrième mandat, et comme Jean-Louis l'a dit, qui a pour nous le deuxième mandat de la Troisième République. Passage de 66 députés à 32, 34 sièges perdus. Et un responsable est trouvé. Tidiam, tiens. Ah bon? Alors, prenons donc le temps. Respirons un tout petit peu. Et regardons donc la scène avec un minimum d'honnêteté intellectuelle. Dans un premier temps, parlons donc du procès donc, du PDCI par ceux qui l'en ont quitté. D'abord, mettons donc les choses dans l'ordre. Jean-Louis Vaisseau et autres n'est plus du PDCI. Il a donc quitté le navire et pas discrètement. Il est parti chez l'adversaire donc politique direct, celui qui détient donc le pouvoir donc d'État, l'administration, les moyens, les institutions électorales et le levier judiciaire. Aujourd'hui, après avoir franchi donc la ligne, après avoir seulement vendu son expertise, après avoir livré donc les secrets, les méthodes et stratégies du parti qu'il critique des hommes, il revient donc expliquer que le PDCI a échoué.
C'est fascinant, n'est-ce pas, cher ami? C'est comme si le pyromane revenait au journal télévisé pour analyser l'incendie, micro en main, mine grave, en oubliant de préciser qu'il a lui-même craqué l'allumette. Revenons un tout petit peu, parlons un tout petit peu d'intellection normale en Côte d'Ivoire, comme on veut le faire croire. Soyons sérieux. Peut-on encore parler d'échec politique quand le terrain est entièrement pipé? Quand donc la tricherie commence en amont, les débauchages massifs donc des cas de l'opposition, intimidation et autres, achat donc de conscience à coup donc de billets, de promesses et de postes, pression administrative, neutralisation financière, et ensuite division entretenue et instrumentalisée. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre. Disons, quand la tricherie se poursuit donc en aval, une CI dont l'indépendance révèle plus d'un slogan que donc de la réalité. Un conseil constitutionnel transformé en chambre de l'homologation donc du pouvoir. Vous exploitez l'homme pour avoir l'argent et pour fausser le jeu démocratique. Je vous mets en garde. Il faut que les candidats comptent sur ceux qui vivent à Tiasalé, qui vivent aux alentours de Tiasalé, qui ont leurs activités ici et qui sont enrôlés ici. Mais vous ne pouvez prendre des convoyages, des cars entiers, des dizaines de cars et sortir pour venir voter à Tiasalé ici. Pendant la présidentielle, on n'a pas vu un seul cas ici. Pendant la présidentielle, on n'a pas vu un seul car à Tiasalé. Mais pendant les municipales en 2023, on a vu des dizaines de cars. Pour les législatives 2023-25, on ne veut pas voir vos cars là ici. On sait, vous allez les garer à Doucy et prendre les gens dans les taxis pour venir voter ici. On vous suivra. Je vous le dis. À Tiasalé, il y a des caméras. Ne venez pas semer le désordre ici. Ne venez pas semer l'insécurité ici. Restez chez vous. Voilà le message que je suis venu pour vous passer. C'est-à-dire il y a des centaines de milliers de cartes d'électeurs qui se retrouvent, donc, en fait, on a même qui ont été volées de fabriquer par les agents de la CEI qui se retrouvent dans la rue. Oui, l'exemple qui est assez anecdotique, un jeune de 20 ans qui se présente dans un bureau de vote et on constate qu'en fait, il essaie de voter, mais quand on regarde sur le listing, la personne avec le nom qui suit sa carte d'électeur 65 ans. Donc, on lui pose la question. D'un point de vue démographique, les taux de participation au-delà de 95% dans des listes, sur des listes électorales, on a expurgé des morts, ça montre que les morts ont voté, ça veut dire que on a voté pour les morts. Alors, pour les législatives, il y a une évolution pour le moins étrange. Dans les circonscriptions où il y a un seul candidat en tout et pour tout, RHDP bien entendu, les taux de participation se rapprochent des 100%. Comme dans la circonscription de Boundiali Ganaoni, où Kone Mariatou, ministre de l'Éducation nationale, est la seule candidate où elle a un score de 100%, ah oui, avec un taux de participation de 99,98% et 0 bulletin nul. Bon, c'est faux, c'est de la fraude. C'est de la c'est de la fraude d'un point de vue statistique. Toutes les personnes qui admettent ces résultats pourraient admettre que la Terre est plate. Je veux dire, ça revient au même. Alors, on a la circonscription de Kombolo-Koura, dans le Poro, où le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, est seul candidat avec un score de 100% et 95,60% de taux de participation. 95,60%. Pareil à Korogoville ou à Kagbolodougou, où le ministre Fidel Sarasoro, ministre directeur de cabinet d'Alassane Ouattara, 100%. Alors, ce qu'il y a à noter, c'est que dès qu'il y a concurrence entre des candidats RHDP et des indépendants, généralement issus du RHDP, les taux de participation, ils s'effondrent littéralement et descendent des fois en dessous de 50%. Alors, c'est bizarre. Quand il n'y a aucun enjeu, tout le monde vote. Même les personnes qui sont mortes, les personnes qui sont en voyage, les personnes qui sont malades. Et quand il y a un vrai enjeu, un bon paquet de personnes choisissent de rester à la maison. Est-ce que vous comprenez cette logique? Moi, je la comprends pas. C'est à mourir de rire. Et l'explication est simple. Quand on se chamaille pour un poste, on ne peut pas se mettre d'accord sur le bourrage des urnes. On se surveille mutuellement. Pourquoi dans certaines zones, il y a 100% en fait? Ça rejoint ce que je disais au début, c'est-à-dire dans ces zones-là, ce qui se passe, c'est qu'il n'y avait pas d'autres candidats, c'est-à-dire aucun parti politique d'opposition n'a pu présenter des candidats. Donc évidemment, vous n'avez pas de représentants dans les bureaux de vote, donc en fait les seuls représentants des bureaux de vote, c'est les représentants du candidat.
Donc, en fait, c'est difficile. Et la CEI, c'est le Et la RHDP. CEI, effectivement. Maintenant, pourquoi, lorsqu'il y a des, alors, il y a certaines personnes qui disent de façon assez malicieuse que, en fait, lorsqu'il y a deux candidats, un candidat dissident RHDP et un candidat officiel RHDP, pourquoi ça se passe bien en général? Parce qu'ils se connaissent entre eux et qu'ils connaissent entre eux les méthodes qu'ils emploient et que du coup, en ce moment-là, il y a une compétition qui est presque saine. Des résultats fabriqués, ajustés, corrigés, des PV qui disparaissent, des victoires annulées pour donc des motifs techniques grotesques. Dans cette condition, ce n'est plus donc une compétition électorale. C'est donc un parcours d'obstacles truqué, M. Jean-Louis Vaisseau et autres. Le vrai recul donc, du PDCI est pour moi une lecture un peu malhonnête. Oui, le PDCI est passé donc de 32, de 66 à 32, peut-être avec le ralliement de certains indépendants, comme ce fut déjà il y a 4-5 ans. Le PDCI se retrouvera donc à 40 députés à peu près. Mais posons-nous la vraie question. Combien donc de sièges auraient été obtenus dans un jeu équitable? Et surtout, quel parti d'opposition en Afrique et ailleurs progresse face à un régime qui contrôle tout? Oui, un régime qui contrôle tout. Car, rappelons donc une chose essentielle, le PDCI n'a pas été battu par un projet politique supérieur. Il a été neutralisé par une machine d'État. Et cette machine, elle fonctionne avec quoi? Avec des transfuges, avec donc des anciens cadres devenus consultants donc du pouvoir, avec ceux qui quittent le parti, puis reviennent expliquer pourquoi il échoue. La boucle est bouclée, cher ami. Ah oui, c'est Didi Amtiam, le coupable idéal et cible facile. Didi Amtiam est aujourd'hui la cible parfaite. Pourquoi? Parce qu'il incarne une rupture générationnelle, une crédibilité internationale, une espérance populaire et surtout une alternative réelle. Alors on lui attribue tout, les fraudes, les exclusions, les arrestations, les manipulations et autres. Pourquoi pas même aller boire un peu donc du vin au marché donc d'Agamé. Cette pratique, mais la vérité est simple. Aucun leader de l'opposition ne peut donc redynamiser un parti dans une prison électorale. Avant donc de demander à Tidiam Thiam de courir plus vite, il faudrait donc enlever donc les chaînes aux chevilles, cher ami. Oui, on parle maintenant de malaise, donc des cadres reconvertis. Il y a donc chez certains cadres donc, du PDCI donc un malaise profond. Ils ont donc quitté le parti, pensant donc exister davantage ailleurs. Quand vous prenez le cas de Gualidodo, quand il était au PDCI, il était donc porte-parole, il voulait même, à un moment donné, même être le leader du PDCI au RDA. Aujourd'hui, au RHTP, on ne l'entend même pas, on ne le reconnaît même pas. Il est obligé de temps en temps, cette armée, donc, de faire donc, des déclarations, des déclarations, des coups de gueule pour qu'on sache qu'il est encore RADR. C'est triste. Alors, ils vont ailleurs. Mais une fois au pouvoir, ils découvrent une vérité cruelle. On n'existe plus, on n'existe jamais pleinement dans l'ombre donc, du système quand on sert. Alors, on commente, on critique, on parle donc du passé, parce que le présent, lui, ne permet pas toujours donc de briller. Oui, c'est un peu cela. Ils sont devenus des chroniqueurs, des journalistes, voilà, des écomènes, des perroquets. C'est bien un peu cela. Alors, chers amis, nous n'allons pas tellement rester donc longtemps pour conclure notre billet d'aujourd'hui. L'histoire tranche toujours, cher ami. Jean-Louis Vaisseau, Gualidodo et autres. On peut dire Jean-Louis Vaisseau, parlons précisément de Jean-Louis Vaisseau, puisque le billet est un billet pour M. Jean-Louis Vaisseau, que je connais très bien, voilà. Jean-Louis Vaisseau peut donc parler, c'est son droit, mais qu'il ne fasse pas donc semblant d'ignorer une chose fondamentale. Le PDCI n'a pas été vaincu politiquement, il a été combattu institutionnellement. Et l'histoire, elle retiendra donc deux camps. Ceux qui ont existé malgré donc les coups, les fraudes et les humiliations, et ceux qui ont rejoint donc la machine, puis commenté donc ces dégâts. Car en politique, on peut perdre donc des sièges, mais
on ne perd pas donc l'essentiel. La légitimité, c'est donc la lutte. Cher ami, merci beaucoup pour mon billet et surtout Jean-Louis Vaisseau, où tu es assis, mange, bois, voilà, et laisse le PDCI tranquille. Merci beaucoup et surtout portez-vous bien, cher ami, et à très bientôt. Au revoir.